De retour donc sur le plateau de samedi soir, dimanche matin avec mes invités que voici. Charles Constantin Vallet, bonjour. Vous êtes avocat au barreau de Paris. Vous êtes à l'origine de ces premières actions collectives dont on a parlé dans la presse récemment, qui ne sont pas des class action, il faut le préciser. Vous nous expliquerez la différence tout à l'heure. Pierre Chasseret, bonjour. Bonjour. Délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. Et puis Lorelai Limousin, bonjour à vous. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes responsable des politiques climat-transport au réseau Action Climat France, qui est un réseau d'associations. Je précise, vous le savez maintenant, que vous pouvez donner vos commentaires sur Twitter. Le hashtag, c'est DocuDébat. Alors, vous avez pensé quoi de ce documentaire? Je vais peut-être m'adresser à vous, Pierre Chasseret. D'abord, vous représentez les automobilistes. Qu'est-ce que vous avez, comment vous avez trouvé ce documentaire? Est-ce qu'il y a, vous y avez trouvé une part de vérité? Je l'ai trouvé terriblement militant. Après, je ne dis pas que ce qu'il y a à l'intérieur, tout est acheté et tout est faux, parce que dire ça serait être complètement fou. Mais je l'ai trouvé très politiquement correct, très communiquement correct, mais j'y ai pas trouvé une information qui creuse un peu. Par exemple, quand on parle du Japon, on parle des restrictions de circulation, notamment sur le diesel, à juste titre. Le Japon interdit le diesel au moment où il est le plus dangereux, dans les années 80-90. Et par contre, j'ai rien vu sur ce qui se passe ces derniers temps avec un Japon qui est en train d'indemniser l'automobiliste avec une prime écologique pour l'achat d'un véhicule diesel récent. Je trouve qu'on a fait un amalgame. Malheureusement, j'ai l'impression que ce sujet, c'est le genre de sujet que j'aurais voulu voir il y a 20 ans, il y a 30 ans, pour mettre en garde sur des choses qu'on savait. Politiquement, on savait. Ça, il le dit, hein, il le dit beaucoup. D'ailleurs, on a entendu Dominique Voynet notamment qui dit « Attendez, on le savait, on s'oriente vers un scandale ». Vous êtes d'accord quand même pour dire que le diesel est dangereux? Enfin, tout le monde est d'accord pour Non, dire je ne peux ça. pas dire ça. Je ne peux pas dire le diesel. À partir du moment où on a dit ça, on a dit la plus grosse des bêtises qui soit. Parce que dire le diesel, ça veut dire on prend un panier et on met tout dans le même. Oui. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a les diesels anciens qui posent un véritable problème sanitaire et la France le savait au moment où on les vendait et où on incitait à l'achat. Et puis il y a les diesels récents qui... Bon, un véhicule, ça pollue, hein. Je veux dire qu'il soit essence ou diesel. Oui, ça, on est d'accord pour dire que la voiture pollue. Mais on est à peu près au même niveau de pollution sur un diesel neuf et sur un véhicule essence neuf. Je vais juste préciser que ce documentaire, je l'ai précisé tout à l'heure, m'a été tourné avant le scandale Volkswagen, qui a sans doute changé la donne. Je voulais avoir votre avis, du coup, votre réponse, Lorelai Limousin. Non, mais pour nous, ce documentaire, il avait apporté une contribution très utile au débat public. C'est vrai que c'était en 2012, c'est l'année où l'Organisation mondiale de la santé a classé le diesel comme cancérigène, ce qui a confirmé les craintes qu'on avait en fait depuis des années. Et depuis, nous, ce qui nous frappe, en fait, c'est la lenteur des réactions des politiques, des gouvernements, de l'Union européenne pour pouvoir mettre fin à ce scandale qui est clairement montré en fait dans ce documentaire. Sur la question du diesel ancien ou propre, nous, ce qu'on vous, enfin, j'ai pas dit ancien ou nouveau. Non, ancien ou plus récent. Dans tous les cas, quel que soit justement l'âge de véhicule, le diesel reste dangereux pour la santé, reste dangereux évidemment pour le changement climatique parce que c'est une énergie fossile qui émet des gaz à effet de serre. Et ce qu'on voit, ce qu'a révélé le scandale Volkswagen, c'est qu'en fait, certes, il y a eu une amélioration des véhicules diesel, surtout sur le plan des particules, sur le plan des NOx, mais seulement un petit peu. Et qu'entre les normes Euro 3 et les normes Euro 6, il y a eu finalement très peu de progrès. Donc c'est vrai que depuis 2012, les constructeurs automobiles avaient lancé une campagne sur le diesel propre. Nous, c'est quelque chose qu'on a toujours dénoncé, parce que même les véhicules les plus récents, les normes Euro 6 qui sont vendus depuis septembre 2014, sont très peu à respecter la réglementation. Alors, si on met de côté ce problème sanitaire qui, encore une fois, est révélé par l'Organisation mondiale de la santé, donc a priori, on ne peut pas le nier, d'un point de vue économique, on ne comprend pas trop non plus. On va réécouter ce responsable d'Exxon, qui est donc un pétrolier, qui était dans le film que vous avez vu tout à l'heure. On va le réécouter, on va essayer de comprendre un peu mieux ce qu'il explique. La détaxation du diesel comparativement à l'essence fait que la France doit importer du diesel, parce que essentiellement on consomme pratiquement 4 fois plus de diesel que de supercarburant en France. Donc c'est pas une bonne affaire. Donc clairement, il y a un déséquilibre du marché, hein. On est obligé de vendre loin ce que l'on produit ici et d'importer de loin ce que l'on pourrait produire ici. Alors on ne comprend pas trop, Pierre Chasseret, on nous dit que c'est même pas intéressant économiquement parlant. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, il va falloir rééquilibrer un petit peu les carburants. L'erreur qu'on fait systématiquement et qu'on est en train de reproduire aujourd'hui, soit on incite tout le monde vers le diesel, ça c'est les années 80-90, début des années 2000, soit maintenant on veut inciter tout le monde à acheter essence. C'est pas ça la réalité. Ce qu'il faut, c'est rééquilibrer. C'est ce que dit le réalisateur d'ailleurs. Le réalisateur lui dit qu'il n'est pas question d'interdire pour le moment. Bien sûr, quand vous avez un usage qui est de faire des longs trajets, le véhicule diesel reste
avantageux. Lorsque vous avez des trajets mixtes non, mais je parle urbains, pas pour l'automobiliste, je l'essence. parlais du point de vue des producteurs même. Il dit on n'en produit pas assez, on est obligé d'en importer. Mais c'est lié. À partir du moment où vous avez un marché qui à 70% était diesel, on a un déséquilibre. En fait, la réalité, c'est qu'on devrait être avec un équilibre qui tendrait plutôt à l'inverse. Et d'ailleurs, les constructeurs aujourd'hui ont abandonné pour les petits véhicules urbains la motorisation diesel parce que les nouveaux filtres qui sont arrivés sur Euro 6, donc je rappelle que le reportage, il n'est pas d'aujourd'hui, donc il n'a pas pu prendre et il n'a pas pu prendre en considération les véhicules Euro 6 puisqu'ils n'existaient pas au moment où on fait le reportage. On sait aujourd'hui qu'un véhicule sur 10 environ respecte la norme Euro 6. C'est une étude qui est sortie en même temps que le scandale Volkswagen et qui montre qu'en moyenne, les véhicules diesel Euro 6 qui sont mis sur le marché en Europe émettent 5 fois plus d'oxyde d'azote. Alors, on ne va pas faire une bataille de chiffres comme ça, parce que le c'est pas tout à fait ça. Il y a les normes et ensuite il y a ce qui se passe en conditions réelles. La question principale, alors ça va être la question qui fâche et c'est peut-être à vous que je vais la poser, Charles Constantin-Vallée. Il y a quand même la question sous-jacente, c'est la question des lobbies. En fait, c'est à ça que vous vous attaquez finalement, le lobby automobile. C'est-à-dire que là, les consommateurs, ce qu'ils veulent faire, c'est faire valoir leur point de vue. Et leur point de vue, il est simple. La loi oblige, et c'est le droit de la consommation, à une information commerciale loyale, transparente. Et la problématique qui est soulevée là, ici aussi, dans ce scandale Volkswagen, mais pas seulement, je crois que tous les constructeurs sont concernés parce que on sait bien que dans la communication qui est faite sur les véhicules, ce qu'on appelle le greenwashing, qui consiste à habiller leurs véhicules ils traitent tous propres, et au fond de se servir d'ailleurs des normes Euro 6 également, pose problème. C'est-à-dire que les consommateurs ont une information qui n'est pas exactement conforme à la réalité ni de la consommation ni de la pollution des véhicules. Alors justement, quand vous parlez d'informations transparentes, on va revoir cette caméra cachée qui a été tournée chez un concessionnaire. Et c'est vrai que c'est assez édifiant, on en reparle juste après. C'est efficace les filtres à particules C'est une question un peu embarrassante. Le vendeur devrait vous dire un petit peu oui, mais réellement aujourd'hui... la science et la médecine sont arrivés à des conclusions qui font que ce serait vous mentir. 8 voitures sur 10 en France aujourd'hui sont du diesel. Maintenant, c'est de l'hypocrisie. Tout ça, c'est de l'hypocrisie, c'est du baratin. On met des bonus écologiques sur du diesel alors que ça pollue plus que l'essence. Ce qui est complètement bidon. C'est pas vrai. Non, c'est bidon. C'est de mettre le bonus sur un véhicule polluant. Là où à la limite, on va plutôt mettre un malus. Et industriellement, l'intérieur du diesel, c'est comme ça. C'est une volonté politique, c'est une volonté des constructeurs, c'est comme ça. Voilà, donc on voit que les concessionnaires sont un petit peu gênés aux entournures sur ce dossier-là. Lorelai, le fameux bénéfice-risque dont on parle souvent, notamment en matière de santé, pour les médicaments, etc. Là, pour le coup, la balance, elle penche pas en faveur de l'environnement et de la santé. C'est ça le problème, finalement. Oui, c'est que... C'est un problème économique. Oui, ça fait quand même plusieurs années qu'on a conscience du problème que cause le diesel sur la santé publique, sur le changement climatique, et plusieurs années qu'il y a très peu de réponses politiques. Par exemple, la mise en place du test qui va être mené en conditions réelles de conduite, ce qui nous semble être une étape indispensable pour justement aller vers une information plus fiable. Ce test, il est prévu depuis 2007. Et enfin, les États membres de l'Union européenne sont en train de se mettre d'accord sur sa mise en œuvre concrète, mais avec quel détail très grave, c'est de laisser une marge de tolérance de 110%. Enfin, en gros, les constructeurs automobiles vont pouvoir mettre sur le marché des véhicules qui émettent 2 fois plus que la norme légale. Est-ce qu'on a chiffré ce que ça représentait potentiellement comme coût pour la santé ? Ou c'est très difficile à chiffrer? Alors, on connaît le coût pour la santé, enfin le coût de la pollution de l'air en termes économiques. Et par exemple, en France, ça a été chiffré cette année par la commission d'enquête du Sénat à plus de 100 milliards d'euros. On est dans des chiffres de la même envergure au niveau européen. Enfin, c'est énorme. Après, c'est difficile de dire quelle part est directement liée au trafic routier parce qu'il y a plusieurs sources de pollution de l'air. Ce qu'on sait, c'est que par exemple, les oxydes d'azote, la source majeure, c'est le transport routier. Donc, il faut absolument agir sur le transport routier. Et justement, là, nous, on a vu très peu aussi de réponses. Enfin, ce qui aurait dû revenir au devant de la scène avec le scandale Volkswagen, c'est la question des véritables alternatives. Donc, on sait que le diesel est très polluant. On y reviendra après aux alternatives. Hein. Oui. Mais on sait que l'essence est aussi problématique. Et il y a des mots qui ne sont pas apparus dans le débat public autour du scandale Volkswagen. C'est les transports en commun, le train, le vélo, alors que ce sont des véritables alternatives à développer et qui sont réalistes. Qui sont intéressantes de votre point de vue. Pierre Chasseret, juste pour revenir sur ce concessionnaire qu'on voit tout à l'heure, on voit quand même que quand on gratte le vernis, on comprend que c'est l'arnaque. Il est quand même pas très à l'aise, ce concessionnaire. Mais attendez, c'est pas parce que le concessionnaire il est pas au courant que ça devient de l'arnaque. En fait, ce qu'il faut dissocier. Il est censé vendre des voitures. Non, donc mais il est ce censé qu'il faut connaître le dossier, comprendre, c'est que vous avez 2 problèmes liés à l'environnement. Vous avez le problème écologie,
terme réchauffement climatique. Ça, c'est les émissions de CO2. Oui. D'un autre côté, vous avez l'autre problème qui est santé environnementale. Ça, c'est plutôt les particules fines, oxyde d'azote. Le souci, c'est que les véhicules à puissance égale, qui aujourd'hui bénéficient d'un avantage sur les gaz à effet de serre, ce sont les véhicules diesel. Ceux qui, par contre, ont un avantage sur l'aspect santé environnementale, ce sont les véhicules essence. Donc quand on prend la balance, c'est très difficile en fait, parce que dès qu'on parle d'écologie, de quoi on parle? Du côté santé-environnement ou du côté l'idéal, gaz à c'est effet de serre? parler des deux. Oui, et là, justement, et on là, parlait du Japon. il s'est passé quelque chose. On a quand même, enfin sur 10 ans, on a vu que la part de pollution particules fines liées au transport automobile a été réduite de moitié. Ouais. Et ça, on n'a pas attendu un signal politique. Les constructeurs n'ont pas attendu un signal politique. L'amélioration de la qualité de l'air, elle se fait au quotidien. Je sais que je dis toujours ça et je passe pour un fou, mais je vous invite à consulter ce qui se passe sur le ministère de l'écologie et des transports. On y trouve quand même des études intéressantes. Alors, la qualité de l'air n'a jamais cessé de s'améliorer depuis 10-20 ans. Pardonnez-moi, Charles Constantin-Vallet, vous vouliez intervenir? Oui, il y a quand même deux aspects. Il y a effectivement l'aspect intérêt public et la nécessité que le politique, à un moment donné, fasse son travail contre les lobbies que vous évoquiez tout à l'heure. Et puis moi, je veux revenir effectivement à la caméra cachée dans cette concession. Là, on a véritablement la pratique commerciale trompeuse. C'est-à-dire la façon dont le commerçant va vendre un produit alors qu'il est informé d'un certain nombre de points qu'il ne donne pas au consommateur. Et le fait de conserver une information secrète, une information qui est utile au choix du consommateur, eh bien, ça, c'est une pratique commerciale trompeuse. Ça, c'est un vrai problème. C'est ça que vous essayez de... Alors, expliquez-nous déjà ce qui diffère de la classe, ce qu'on appelle la class action, c'est-à-dire l'action de groupe. Alors, ce que vous avez fait, vous. Bien sûr. L'action de groupe, c'est l'action judiciaire qui a été introduite dans le droit français par la loi Hamon l'an passé et qui permet aux associations de consommateurs et uniquement aux associations de consommateurs, et j'en profite pour dire que là, aujourd'hui, les avocats se mobilisent parce qu'ils souhaiteraient pouvoir eux-mêmes engager les actions de groupe, ce qui n'est pas aujourd'hui possible. Eh bien, les associations de consommateurs peuvent poursuivre tel ou tel professionnel pour faire reconnaître au profit du consommateur un préjudice. Et ensuite, ces consommateurs pourront venir solliciter le bénéfice de cette action judiciaire. Ça, c'est l'action de groupe. Et puis, les avocats donc, se mobilisent aujourd'hui pour trouver des alternatives pour pouvoir défendre les consommateurs, parce qu'il y a un problème majeur dans l'action de groupe, c'est le financement de l'action. Les associations de consommateurs ont des difficultés à financer ce type d'action. Ah oui, ça coûte cher. Et ça coûte cher et il faut bien à un moment donné trouver l'argent pour se défendre. Et donc, dans le cadre d'actions qu'on appelle l'action conjointe, ce que je conduis par exemple contre Volkswagen, c'est une action conjointe, c'est-à-dire c'est une multitude de plaintes de consommateurs qui se rassemblent pour agir ensemble. C'est ça l'action. Si c'est dangereux et avéré, donc là vous travaillez sur le dossier Volkswagen pour le moment, mais si c'est dangereux et avéré, comme on en parlait tout à l'heure avec le réalisateur en disant c'est le scandale de l'amiante, enfin c'est Dominique Voynet qui faisait un parallèle, etc. On peut imaginer que la responsabilité de l'État soit engagée. Je ne parle pas de Volkswagen, je parle de l'affaire du diesel globalement, puisqu'on savait depuis les années 90 qu'il y avait des risques. Alors, sur le plan juridique, c'est un peu plus complexe, puisque là, il s'agit de la sphère publique, des responsables politiques, du gouvernement. Et là, les règles de responsabilité ne sont pas les mêmes. Alors, je ne suis pas spécialiste du droit public, puisque là, il s'agit de droit public. Mais dans ce documentaire, d'ailleurs, l'on voit un confrère qui mène des actions. Il est très difficile d'arriver à obliger l'État à changer les choses ou à faire ce qu'il y a à faire. La problématique est aussi celle de la reconnaissance du préjudice et de l'imputabilité. Parce que là, le problème, c'est que cette pollution et l'effet sur la santé est dû à plusieurs causes. Et en tout cas, il est très difficile d'isoler une seule et même cause qui rend plus difficile l'imputabilité sur tel ou tel comportement. Lorelai Limousin, que fait Bruxelles là-dedans ? Alors, Bruxelles, justement, met en place des plafonds d'émissions et de concentration de la pollution de l'air. Qui ont été abaissés depuis l'affaire Volkswagen, entre nous soit dit. Voilà, ça c'est sur les véhicules en particulier, les normes qui n'ont pas été abaissées, mais elles n'ont pas été aussi dures qu'elles devaient être. Et le problème, c'est que, par exemple, Bruxelles, là, est très lente pour mettre en place une enquête européenne sur les véhicules, qu'on sache si d'autres véhicules, d'autres marques sont concernés. Nous, on sait qu'en moyenne, la consommation de carburant est 40% supérieure à ce que disent les mesures officielles qui sont affichées chez les concessionnaires. Donc c'est très inquiétant pour l'atteinte de nos objectifs climatiques. On sait que les pollutions
de type oxyde d'azote sont aussi beaucoup plus élevés. Et on entend, c'est vrai, le discours des constructeurs automobiles sur l'antagonisme qu'il pourrait y avoir entre les normes anti-pollution de l'air et anti-changement climatique. Disait Pierre Chasseret tout à Or, l'heure. on peut agir sur les deux tableaux en même temps, donc avec les alternatives, je l'ai dit, mais même avec les véhicules, ce qu'on voit, enfin, l'exemple du Japon, par exemple, est particulièrement parlant, parce qu'ils ont moins de 2% de véhicules diesel dans le parc, et ils ont des normes CO2 plus strictes que nos normes européennes. Ce qui veut dire qu'ils sont meilleurs, voilà, sur le plan de la pollution de l'air et le plan du climat, ce qui montre que les constructeurs automobiles peuvent faire des efforts technologiques supplémentaires. Ça a un coût, bien sûr, mais c'est cesser de sacrifier la santé publique et le climat. Moi, je vais me ranger puissance. peut-être un peu du côté de Pierre Chasseret, mais est-ce que les constructeurs sont vraiment le grand méchant loup? Est-ce que c'est eux uniquement qui sont responsables de cette affaire? Ils sont victimes aussi de la politique de l'offre, peut-être? Alors, de l'offre, oui, enfin de leur propre politique. C'est vrai ouais. qu'ils mettent encore sur le marché des véhicules très émetteurs, très polluants. C'est assez quand même paradoxal de voir que le poids des véhicules, par exemple, n'a cessé d'augmenter ces dernières années, alors qu'on sait que l'allègement des véhicules, c'est le moyen le plus efficace de réduire la consommation de carburant, par exemple. Ça fait partie de leur responsabilité. Voilà, moi, j'ai une question qui peut paraître complètement naïve. Peut-être que je vais vous la poser à vous, Pierre Chasseret, mais est-ce que c'est pas possible de faire un filtre qui fonctionne, qui bloque toutes ces micro-particules, micro-nanoparticules? Alors attention, parce que nanoparticules, alors là c'est pas voilà, le grand mythe de la nanoparticule. Alors je retire ce que je viens de dire, mais enfin, c'est vrai, quand on regarde ce documentaire, on se dit, mais enfin, c'est si compliqué que ça? Mais en fait, oui, il faut croire que c'est compliqué. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder l'évolution. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est pire? En fait, je m'aperçois que la norme, même si je suis d'accord avec vous, il y a un réel grand écart entre la norme et puis ce qui se passe en conditions réelles de circulation. Mais l'amélioration de la norme, ça permet quoi? Ça permet tout de même, par ricochet, d'améliorer ce qui se passe en circulation. Et ce que veut faire aujourd'hui l'Union européenne, et c'est plutôt intelligent, c'est de dire, bon, on va repositionner la norme pour qu'elle soit plus fidèle à ce qui se passe en logique de circulation. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, elle va être renforcée, sans arrêt. Ce qui se passe ces dernières années... On l'espère, mais là, c'est notre crainte de voir que... Mais non, écoutez, je veux vous rassurer, ne vous inquiétez pas. Ça me paraît évident que dans le contexte actuel, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais on a quand même tous les pays du monde qui vont venir à Paris sur un sommet climatique. Vous croyez sincèrement que le monde regarde les bras ballants en attendant? L'allègement qu'il y a eu sur la norme, là, tout récemment, on sait que ça va causer le maintien de niveaux exceptionnels de pollution pendant des années encore. En gros, en 2030, on respectera toujours pas les plafonds assez vite, en fait, que se fixe l'Union européenne. Donc certes, il y a un temps de renouvellement, mais même à l'horizon 2030, à cause de ces marges laissées sur le respect des normes, enfin sur le non-respect des normes, on sait qu'on n'atteindra pas, on ne respectera pas les plafonds des normes. Mais c'est pas du non-respect. Pardonnez-moi Pierre Chasseret, parce qu'il faut qu'on avance un petit peu, il ne reste plus beaucoup de temps. Simplement, vous vouliez intervenir là, c'est la question aussi des règles du jeu. C'est-à-dire que quand il y a des règles du jeu imposées aux constructeurs, la question elle est aussi celle des sanctions. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait que le professionnel, le constructeur, va respecter les normes? C'est la sanction, parce que si le gain qu'il va tirer de sa pratique, fût-elle illégale, eh bien, est plus important que la sanction, il va préférer la pratique illégale. Et ce qu'on voit dans le scandale Volkswagen, c'est que pour économiser 300 € par véhicule, le constructeur a préféré installer un logiciel qui truquait les résultats. Et elle est là la question, c'est-à-dire que les normes peut-être avancent, la réglementation se durcit, mais il faut que les sanctions soient réellement efficaces et donc dissuasives des comportements. Elle est là aussi la problématique. Et ben justement, on va aller voir au niveau européen. On va aller voir ce qui se passe à Tokyo. On va peut-être réécouter justement l'extrait du documentaire où on voit que à Tokyo, on a interdit le diesel et que manifestement les sanctions sont suffisamment importantes pour que ça fonctionne. Regardez. On a trouvé un compromis, mais il n'y a pas eu de jugement. Mais pour la première fois, les constructeurs automobiles ont reconnu leurs responsabilités. Les constructeurs, mais aussi l'État et la préfecture de Tokyo. Ils ont promis aux victimes de s'engager pour améliorer l'environnement. Si on remplaçait les moteurs diesel des véhicules légers et des camions par des moteurs essence, quelle serait la baisse de la pollution? C'est ce que montre cette expertise. Les résultats montrent une baisse de pollution de 74 ou 75%. Ce document a été déterminant pour les juges. Pierre Chasseret, pourquoi ça ne marcherait pas chez nous? Mais déjà parce qu'on n'est plus du tout dans la même époque que la réalisation de ce documentaire. Aujourd'hui, le Japon est en train de donner un bonus écologique aux véhicules diesel. Sans parler de ce qui se passe au Japon aujourd'hui, mais ce qui s'est passé quand ça a été tourné en 2012, c'est que manifestement, effectivement, ce graphique, c'est imparable. Non, mais c'est que le Japon était intelligent.
Le Japon a fait l'inverse de la France, c'est-à-dire qu'au moment où véritablement on savait que la motorisation était émettrice de particules fines et était dangereuse, ils n'y sont pas allés par 4 chemins, ils ont dit stop, il n'y aura pas de ça chez nous. Voilà. C'était intelligent, mais il faut regarder ce qui se passe aujourd'hui. Et voilà. Et moi, ce qui me gêne, c'est quand je vous entends sur le côté politique, en disant malheureusement, on ne peut pas se retourner contre le politique. J'ai envie de dire, alors qui porte la responsabilité de ça? Parce que c'est bien les politiques qui nous ont incités à acheter du diesel. Alors justement, on va avancer parce qu'il reste que 3 minutes et je voulais vraiment, il y a quelque chose que je voudrais vraiment aborder. Vous avez évoqué la COP21 tout à l'heure, c'est dans quelques jours évidemment chez nous. L'avenir pour les constructeurs, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors c'est l'électrique la solution, Lorelai? Alors je crois qu'il n'y a aucun véhicule qu'on peut décrire comme propre, hein, malheureusement. Le véhicule électrique, il pollue aussi, hein. Bah voilà, enfin, il pollue moins évidemment, mais toute automobile a un impact sur l'environnement et c'est pour ça que j'insistais sur la réaction politique qu'on attend, nous, sur le plan des alternatives. Et aujourd'hui, il y a un effort sans précédent qui doit être apporté dans le financement des transports collectifs, dans les infrastructures cyclables. Ça paraît tout bête, mais on a encore, enfin, le véritable problème, c'est quand même la place de la voiture en ville aujourd'hui en France. L'automobile est encore utilisée dans la moitié des déplacements qui font moins de 3 km. C'est une distance qu'on peut tout à fait parcourir autrement. Malheureusement, les gens ne se sentent pas en sécurité pour faire du vélo, par exemple. Il n'y a pas assez de transports en commun, donc il faut fournir un effort très important sur ces alternatives-là. C'est un effort qui est financier, mais qui est aussi politique. Alors, il y a, pour terminer, un chiffre, un sondage qui a été réalisé il y a quelques semaines. Malgré le scandale Volkswagen, les Français restent très attachés au diesel en majorité et 64% en ont une bonne image, même si une grande majorité a conscience des problèmes pour la santé. C'est étonnant, ça? C'est étonnant et pas tant que ça, puisque la problématique, elle est toujours la même vis-à-vis des consommateurs. En tout cas, c'est l'information qu'ils vont recevoir. Or, ce qui est dit effectivement est tout à fait juste, c'est-à-dire qu'il peut y avoir il y a des alternatives, il y a plusieurs véhicules disponibles sur le marché. La question est justement celle de l'information du consommateur. Il faut que les professionnels donnent une information au consommateur qui permette au consommateur qui n'est pas technicien, qui ne sait pas, de choisir le véhicule, le mode de transport qui lui correspond. Et là, du point de vue du droit de la consommation, c'est bien la question de l'information qui est délivrée au consommateur qui est problématique. Et ben donc on est tous d'accord. Je vous voyais dire oui, Pierre Chasseret. Donc j'ai réussi à vous mettre d'accord sur ce plateau. J'ai pas l'impression qu'on est fortement opposés, mais là où on parle d'alternative d'un côté, je vais parler plus de complémentarité, mais la véritable sortie, c'est le jour où enfin un automobiliste pourra se rendre dans une concession et qu'on lui propose avant tout le véhicule qui correspond le plus à ses besoins. Là, on aura gagné. Eh ben, merci beaucoup, en tout cas, à tous les trois d'être venus nous voir pour débattre de tout ça. Ce documentaire est à voir ou à revoir, si vous le souhaitez, sur notre site internet publicsena.fr. Il est l'heure à présent de notre deuxième documentaire et on va continuer à parler environnement, puisque la COP21 approche, bien évidemment, vous le savez. Le monde entier doit prendre conscience de l'urgence climatique. C'est le nom de ce film qui a été réalisé par Gilles Luneau. Il fait un état des lieux très complet de la situation de notre planète et il nous explique aussi, c'est important, pourquoi il n'est pas forcément trop tard, même si les dirigeants et les citoyens d'ailleurs doivent vraiment s'engager. À tout à l'heure.